Je suis Tracy Walsh, 32 ans, une femme qui pensait s'être habituée à être ignorée par sa famille, jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Cette nuit-là, c'était le 30e anniversaire de mariage de mes parents, qui se déroulait dans une petite salle communautaire à Boise. Cela aurait dû être une soirée chaleureuse et pleine d'amour, mais pour moi, c'est devenu le point le plus bas de notre dynamique familiale. Alors que tout le monde riait et bavardait, ma mère a placé une assiette vide devant moi, son sourire froid comme la glace. Tu aurais dû apporter des collations. Nous ne commanderons pas pour toi, a-t-elle dit, son ton léger, mais dégoulinant de mépris. À côté d'elle, ma sœur savourait un homard et un steak à $230. Son expression suffisante me rappelant silencieusement où j'en étais. Mon père a gloussé, ses yeux pétillants d'amusement, et toute la table a éclaté de rire. Tout le monde sauf moi. Je suis restée assise là, serrant le bord de ma chaise, le visage brûlant d'humiliation et de colère. Il s'attendait à ce que je sourie à nouveau, que j'avale ça comme je l'ai toujours fait. Ma sœur s'est penchée en arrière, coupant son steak tout en se prélassant dans l'éclat de leurs éloges. Et la voix de ma mère a percé l'air à nouveau, tranchante et délibérée. Tracy, ne fais pas de scène. Mais cette fois, je n'étais plus la même Tracy obéissante qu'il pensait que j'étais. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé après des années passées à être traité comme moins que rien. Je me suis levé, les mains tremblantes, mais mon regard fixe, et j'ai annoncé quelque chose qui a fait geler toutes les fourchettes en plein vol. Le rire s'est arrêté instantanément. Les sourires suffisants ont disparu, et j'ai vu le choc s'amplifier dans les yeux de ma sœur. Pour la première fois de ma vie, tous les yeux de la pièce étaient rivés sur moi, non pas par pitié, mais par un étonnement incrédule. Ce que j'étais sur le point de dire allait tout changer. Et à partir de ce moment, personne à cette table ne pourrait plus apprécier son repas. Avant de continuer avec le reste de mon histoire, laissez un commentaire et dites-moi quelle heure il est chez vous et de quelle ville vous regardez. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. 2 jours avant la fête d'anniversaire, Gilles jonglait avec une douzaine de tâches pour rendre la célébration du 30e anniversaire de mariage de mes parents parfaite. Fraîchement divorcé, je reconstruisais encore ma vie. Pourtant, j'ai réservé la salle communautaire de Boise, commandé des lis blancs et coordonné le service de traiteur pour 50 invités. Ma mère, Patricia, a à peine reconnu mes efforts, son attention rivée sur son téléphone, envoyant des textos à propos des décorations. Je ne m'attendais pas à un remerciement, mais son indifférence m'a blessé. Pendant ce temps, ma sœur Brenda est entrée en trombe, affichant un nouveau sac à main de créateur que mes parents lui avaient offert. Ils avaient également remboursé son prêt automobile le mois dernier, alors que j'étais coincé à couvrir leurs factures d'électricité et d'eau chaque mois sans un mot de gratitude. Brenda, de quelques années mon aînée, absorbait leurs éloges comme si c'était son droit de naissance, son rire remplissant la maison alors que mon père, Édouard, approuvait d'un signe de tête. J'ai gardé la tête baissée, pliant les serviettes pour la fête, mais le poids de leur favoritisme pesait de plus en plus chaque jour. Je payais leurs factures d'internet et d'épicerie depuis des années, depuis que j'étais retourné vivre à la maison pour stabiliser mes finances. Pourtant, ils n'ont jamais proposé de participer financièrement ou même reconnu mes contributions. Au lieu de cela, Patricia rayonnait en écoutant les histoires de Brenda sur son travail dans une banque, tandis qu'Édouard lui tapotait dans le dos pour avoir décroché un gros client. Mon rôle, invisible comme toujours. Ce soir-là, alors que je frottais la vaisselle dans la cuisine, mon téléphone a émis un signal sonore avec un email de Brian Parker, un ancien collègue de mon travail de bureau. Son message était court mais glaçant. Il avait entendu des rumeurs dans l'ancienne entreprise selon lesquelles Patricia avait détourné de l'argent d'un fonds d'investissement familial il y a des années. Il n'avait pas de preuves, juste des murmures d'un comptable à la retraite qui avait vu des transferts douteux. Mon estomac s'est noué. Était-ce pour ça qu'il comptait sur moi pour les factures? Cachait-il quelque chose de plus important? J'ai attendu que Patricia soit hors de portée de voix et j'ai coincé Édouard dans le salon. Pourquoi suis-je toujours celle qui paie pour tout, ai-je demandé, ma voix calme mais tranchante. Il a haussé les épaules, les yeux fixés sur la télévision. Tu as un travail, non? C'est juste une famille qui s'entraide. Son rejet m'a frappé comme une gifle. J'ai insisté, lui posant des questions sur le fonds familial mentionné par Brian. Le visage d'Édouard s'est crispé et il a murmuré, ne crée pas de problème. Puis il est parti, me laissant là, les mains serrées. L'email de Brian continuait de me ronger. Je l'ai relu, mon esprit s'emballant. Patricia avait toujours été timide au sujet de l'argent,
détournant les questions avec un sourire ou un changement de sujet rapide. Les cadeaux somptueux de Brenda, les prêts remboursés, rien de tout cela ne collait. J'avais été leur béquille financière. Pourtant, ils me traitaient comme une étrangère. Plus j'y pensais, plus je me sentais utilisé, comme un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, allongé et éveillé dans mon ancienne chambre, je n'arrivais pas à me débarrasser du soupçon que Patricia cachait quelque chose de sombre. Le refus d'Édouard de parler n'a fait qu'aggraver mon malaise. Je ne couvrais pas seulement leurs factures. Je payais le prix de leurs mensonges. Alors que je faisais mon sac pour la fête, j'ai décidé de les surveiller de près. Quelque chose n'allait pas, et l'email de Brian était la première fissure dans leur façade. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais j'en avais assez d'être leur paillasson. La fête serait plus qu'une célébration. Ce serait le début de mon combat pour des réponses. Le matin de la fête, je suis arrivé à la salle communautaire de Boise avant le lever du soleil, vérifiant chaque détail pour m'assurer que la célébration du 30e anniversaire de mariage de mes parents se déroule sans accroc. J'ai ajusté les nappes, disposé les centres de table et confirmé la livraison des amuse-gueules et des plats principaux par le traiteur. J'avais déjà payé un tiers du coût de la salle sur mes économies, un fait que ma mère, Patricia, n'avait pas mentionné lorsqu'elle a appelé pour confirmer la liste des invités. Sa voix au téléphone était purement professionnelle, sans chaleur, comme si mes heures de travail étaient attendues, pas appréciées. J'ai secoué la tête, me concentrant sur la tâche, mais la piqûre d'être ignoré persistait. De retour à la maison, Patricia s'agitait au sujet du plan de table tandis que Brenda entrait nonchalamment, un nouveau collier étincelant pendant de son cou. « Maman et papa m'ont offert ça pour avoir décroché cette promotion », a-t-elle dit, son sourire suffisant alors qu'elle ajustait la chaîne. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée, sachant que je n'avais jamais reçu ne serait-ce qu'un remerciement pour avoir couvert leurs factures de service public. Mes parents avaient investi de l'argent dans la vie de Brenda, sa voiture, ses dettes. Alors que je payais leurs dépenses ménagères sans y regarder à deux fois. Lorsque j'ai mentionné la compte du traiteur que j'avais couvert, Patricia m'a interrompu. « Tu dois payer la totalité de la facture pour la fête », a-t-elle dit, son ton tranchant. « C'est ta responsabilité en tant que membre de la famille. » J'ai cligné des yeux, abasourdi, mes mains s'arrêtant au-dessus d'une pile de serviettes. « J'ai déjà payé un acompte, ai-je dit, ma voix s'élevant. « Pourquoi est-ce toujours moi ?» Mon père a entendu et a laissé échapper un rire sec depuis le canapé. « Tu es trop sensible, a-t-il dit, agitant une main comme si ma plainte était une mouche à chasser. Brenda a souri, faisant tournoyer son collier, sans se donner la peine d'intervenir. Le rejet m'a brûlé. J'avais passé des semaines à planifier, puisant dans mon compte pour rendre leur journée spéciale. Pourtant, ils agissaient comme si ce n'était rien. Je me suis retiré dans la cuisine, la poitrine serrée, me sentant comme une étrangère dans ma propre famille. Le collier de Brenda brillait dans mon esprit, un symbole de leur favoritisme, tandis que mes contributions étaient balayées. Je voulais les confronter, leur demander pourquoi Brenda recevait des cadeaux alors que je recevais des exigences. Mais je me suis retenu, sachant que cela aurait déclenché une dispute avant la fête. Cet après-midi-là, alors que je chargeais des chaises dans ma voiture pour la salle, mon téléphone a sonné. C'était Suzanne, notre voisine. Sa voix basse et prudente. Elle avait entendu Patricia lors d'un club de lecture se vanter de la façon dont Brenda s'épanouissait grâce à leur soutien. Elle ne t'a pas mentionné une seule fois, a dit Suzanne, son ton apologétique. Elle n'a parlé que de la promotion de Brenda, de sa nouvelle voiture, de combien ils sont fiers. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Les vantardises de Patricia à propos de Brenda tout en ignorant mes sacrifices me donnaient l'impression qu'un couteau se tordait plus profondément. Suzanne a hésité, puis a ajouté, « Je pensais juste que tu devrais savoir comment elle parle quand tu n'es pas là. » L'appel s'est terminé, mais les mots de Suzanne ont résonné. Je me suis tenu près de ma voiture, la pile de chaises oubliée alors que la colère mijotait. L'exigence de Patricia de me voir payer la totalité de la facture, le rire d'Édouard, la suffisance de Brenda, tout s'est heurté. Je n'étais pas seulement ignoré. J'étais effacé. L'étouffement d'injustice que j'avais refoulé pendant des années était maintenant un rugissement. Je suis allé à la salle, les mains tremblantes, décidé à les affronter ce soir. Il ne s'agissait plus seulement d'une fête. Il s'agissait d'années passées à être prises pour acquises. Quelque chose devait céder. Alors que la fête commençait, j'ai pris place à la table familiale. Mon estomac s'est noué à cause des frustrations de la matinée.
La salle communautaire de Boise bourdonnait de 50 invités, leur bavardage et leurs verres qui tintaient remplissant l'air. J'ai parcouru la pièce du regard, espérant un moment de reconnaissance, mais Patricia était occupée à saluer une vieille amie, son sourire large, alors qu'elle racontait des histoires de leur jeunesse. Édouard se tenait à proximité, riant avec un cousin à propos de son ancien magasin de meubles, sa voix résonnant au-dessus de la foule. Brenda, assise en face de moi, tenait la cour, régalant un groupe de parents de récits de son dernier succès bancaire. Sa robe de créateur accrochait la lumière, un cadeau de Patricia et Édouard, sans aucun doute. J'ai ajusté ma serviette, me sentant comme une étrangère lors de la célébration du 30e anniversaire de mariage de mes propres parents. Mes semaines de planification invisibles pour tout le monde. Patricia m'a appelé pour verser du vin à un invité. Son ton était coupé comme si j'étais une employée, pas un membre de la famille. J'ai obéi, ravalant une réplique, mais le léger m'a piqué. Alors que je retournais à ma place, Brenda s'est penchée vers un cousin, se vantant de sa promotion, sa voix assez forte pour porter. « Ils sont si fiers de moi », a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Patricia, qui a hoché la tête avec enthousiasme. Édouard est intervenu. Brenda a toujours été une star. J'ai serré mon verre, leurs éloges pour elle résonnant contre le silence qu'ils m'offraient. Je payais leurs factures depuis des années, électricité, épicerie, internet. Pourtant, me voici, versant du vin pendant qu'ils la célébraient. L'injustice a mijoté, une colère silencieuse se construisant dans ma poitrine. J'ai essayé de me joindre à la conversation, mentionnant le service de traiteur que j'avais organisé, mais Patricia m'a fait signe de partir, se tournant pour complimenter Brenda sur son choix de boucle d'oreille. Édouard n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction, trop occupé à porter un toast à un voisin. Le rejet m'a pesé, pesant plus lourd à chaque rire qui n'était pas pour moi. J'ai regardé mon couvert vide, ne contenant ni assiette, ni nourriture, juste une fourchette et un verre. Puis Patricia s'est penchée sur la table, ses yeux brillants, et a glissé une assiette vide devant moi. « Tu aurais dû apporter des collations », a-t-elle dit, sa voix perçant avec moquerie. « Nous n'avons rien commandé pour toi. » La table a éclaté de rire, et Brenda, savourant un homard et un steak à $230, a affiché un sourire suffisant, sa fourchette brillant alors qu'elle prenait une autre bouchée. Les mots ont frappé profondément, une pique publique qui a fait écho à des années passées à être mises de côté. Édouard a rayonné à Brenda, disant « C'est notre Brenda. » Toujours une femme de classe. Patricia a hoché la tête, ses yeux pétillants alors qu'elle louait le choix d'entrée de Brenda. Mes doigts se sont serrés en poing sous la table, la piqûre de leur favoritisme accablante. Le sourire narquois de Brenda s'est élargi alors qu'elle coupait son steak comme si mon humiliation faisait partie du repas. Le rire des invités s'est estompé pour devenir un rugissement sourd, leur verre qui tintait servant de toile de fond à ma colère croissante. Puis Patricia a parlé à nouveau, son ton décontracté mais ferme. « Tracy, c'est toi qui paies la facture, n'est-ce pas ?» Édouard a hoché la tête, son expression suffisante. « La famille assume ses responsabilités », a-t-il dit, sans croiser mon regard. L'audace de ça, s'attendre à ce que je paie pour leur fête somptueuse après avoir ignoré ma contribution, a brisé quelque chose à l'intérieur de moi. J'avais avalé leur mépris pendant trop longtemps, toujours celle qui se sacrifiait pendant qu'ils encensaient Brenda. Mes mains ont tremblé alors que je repoussais ma chaise, le grincement faisant taire la table. Je me suis levé, ma voix calme mais forte. « Patricia, Édouard, ai-je dit, croisant leurs regards. Vous payez vous-même pour cette fête, et j'en ai fini de couvrir vos factures, chacune d'entre elles. » La pièce s'est figée. Les fourchettes ont plané. Les verres se sont immobilisés, et toutes les têtes se sont tournées. Le sourire de Brenda s'est évanoui, remplacé par un regard perçant, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour répliquer. Le visage de Patricia s'est durci, ses yeux se rétrécissant. « Tracy, assieds-toi », a-t-elle sifflé, mais je n'ai pas bougé. La suffisance d'Édouard affaiblit, son front se plissant alors qu'il se penchait en avant, pris au dépourvu. Les invités se sont agités, leur chuchotement s'estompant dans un silence tendu. Brenda a posé sa fourchette, son regard glacial comme si j'avais enfreint une règle tacite. L'air s'est alourdi, la chaleur de la célébration remplacée par un frisson. Je me suis redressé, mon pouce emballant, mais ma détermination inébranlable. Leur sentiment d'avoir droit à tout m'avait poussé trop loin. J'avais assumé leur fardeau financier pendant des années, croyant que c'était mon devoir. Mais ce moment, l'assiette vide, la demande de paiement,
la suffisance de Brenda ont clairement indiqué. Je n'avais pas seulement fini de payer. J'en avais fini d'être leur paillasson. Patricia ouvrit la bouche, probablement pour me réprimander, mais je levai la main. Assez, dis-je, ma voix ferme. Vous avez assez pris. Les invités échangèrent des regards mal à l'aise, certains chuchotant, d'autres regardant avec de grands yeux. Le regard noir de Brenda persistait, mais je vis du malaise dans ses yeux. Édouard toussa, essayant de reprendre le contrôle, mais sa confiance était partie. Les lèvres de Patricia se pincèrent, ses mains serrant sa serviette. Leur façade familiale parfaite s'effritait, et c'était moi qui la défaisais. Je m'assis, le cœur battant la chamade, sachant que j'avais tracé une ligne qui changeait tout. Leur suffisance s'était brisée, et pour la première fois, je sentais le pouvoir de ma propre voix. Le lendemain matin, je fis ma valise dans le calme de ma vieille chambre, chaque chemise pliée étant un pas vers le départ. En bas, Patricia se tenait dans la cuisine, les bras croisés, le visage crispé en une moue. « Tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde, dit-elle, sa voix basse et acérée. Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu dois partir. » Édouard, appuyé contre le comptoir, acquiesça, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Tu as fait une scène, Tracy, dit-il, son ton froid. Nous n'avons pas besoin de ce genre de problème ici. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la poignée de ma valise me mordant la paume, et les affronter. « Je n'ai fait que vous soutenir, dis-je, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. J'ai payé vos factures, organisé votre fête et je n'ai reçu que des moqueries en retour. » La moue de Patricia s'accentua, et elle rétorqua sèchement. « Tu exagères. Nous avons toujours été là pour toi. » Édouard ne leva pas les yeux, se contentant de remuer son café comme si mes paroles étaient hors de propos. Le rejet me piqua au vif, mais je m'y attendais. Des années passées à être négligées m'avaient endurci à leur indifférence. Brenda apparut depuis le salon, son expression dure. « Tu es tellement égoïste, Tracy, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain. Tu n'apprécies pas tout ce que maman et papa ont fait pour toi. » Je la fixai, stupéfaite par cette accusation. « Apprécier quoi, rétorquai-je. Payer ton prêt automobile pendant que je paie leurs courses? Recevoir une assiette jetée au visage pendant que tu es félicité? » Les yeux de Brenda se plissèrent, mais elle ne répondit pas, se contentant de croiser les bras et de se tenir à côté de Patricia comme pour choisir son camp. La pièce semblait plus petite, l'air épais de leur front unis contre moi. Je me détournai, la gorge serrée, et sortis pour me changer les idées. Assise sur le porche, j'appelai Hélène, ma meilleure amie, mes mains tremblant en racontant la fête, l'assiette vide et l'ultimatum du matin. Hélène écouta en silence, sa voix chaleureuse quand elle prit enfin la parole. « Tracy, tu ne mérites pas ça, dit-elle. Ils ont profité de toi depuis trop longtemps. » Ces paroles étaient une bouée de sauvetage, me tirant du bord du doute. Elle fit une pause, puis ajouta, « Tu devrais aller chez Ruth. Elle a eu ses propres problèmes avec Patricia. Elle comprendra. » Ruth, ma tante, s'était éloignée de Patricia il y a des années après une dispute au sujet de l'argent familial. L'idée suscita une lueur d'espoir. Je remerciai Hélène, son soutien manquant, et raccrochai. De retour à l'intérieur, j'affrontai Patricia et Édouard une dernière fois. « Je m'en vais, dis-je, ma voix ferme. Vous pouvez gérer vos propres dépenses à partir de maintenant. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent, mais elle ne parla pas. Édouard murmura, « Tu vas le regretter », mais ces mots manquaient de conviction. Brenda ricana, secouant la tête comme si ma décision était un affront personnel. Je n'ai pas argumenté. J'en avais assez dit. Attrapant ma valise, j'y mis quelques essentiels, des vêtements, une photo de ma grand-mère décédée, mon ordinateur portable, et je sortis. Le matin à Boise était frais, la rue calme alors que je chargeais ma voiture. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de détermination. Partir, ce n'était pas seulement quitter leur maison. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. J'avais passé des années à me conformer à leurs attentes, croyant leur devoir mon soutien. Mais leur rejet, leur exigence que je parte, m'avait libéré. Je m'éloignais en voiture, la maison rapetissant dans mon rétroviseur, l'esprit fixé sur la maison de Ruth, à l'autre bout de la ville. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois, je me sentais libéré, prêt à construire une vie où je ne serais pas invisible. Le soir, je frappai à la porte de Ruth, ma valise lourde dans ma main. Elle m'accueillit dans son appartement chaleureux à Boise.
Son sourire chaleureux contrastait fortement avec la froideur que j'avais laissée derrière moi. Assise à sa table de cuisine, je racontais l'histoire de la fête d'anniversaire, l'assiette vide, les moqueries de Patricia, l'exigence de tout payer et ma décision de couper les ponts avec eux. Ruth écouta attentivement, ses yeux doux de compréhension, acquiesçant alors que je décrivais des années passées dans l'ombre de Brenda. « Tu as porté trop de choses pendant trop longtemps, dit-elle, sa voix stable. Il est temps de penser à toi. » Ces mots enlevèrent un poids de mes épaules, le soulagement d'être entendu m'envahissant. Ruth se leva, récupérant une boîte de vieux documents familiaux dans un placard. « Je les ai gardés depuis ma dispute avec Patricia, dit-elle, triant des papiers fanés. » Elle sortit un dossier étiqueté fiducie familiale et en étala le contenu sur la table. Alors que nous examinions les pages, mon souffle se coupa. Là, parmi les documents financiers, se trouvait un document de transfert datant d'il y a des années, portant la signature de ma grand-mère, ou du moins ce qui y ressemblait. Le visage de Ruth se crispa. « Ce n'est pas son écriture, dit-elle, pointant du doigt les boucles irrégulières. Patricia l'a falsifié pour retirer de l'argent de la fiducie. » Mon cœur s'emballa. L'argent destiné à toute la famille avait été drainé, et le nom de Patricia était lié à chaque retrait. Avant que je puisse assimiler la découverte, mon téléphone émit un signal sonore avec un courriel d'Hélène. Elle avait fouillé dans les anciens registres de la société de Patricia après notre appel, en tirant des ficelles avec un ancien collègue. En pièces jointes se trouvaient des grands livres numérisés de l'époque où Patricia était agente financière, montrant des transferts non autorisés vers un compte lié à son nom. C'est suffisant pour prouver qu'elle a détourné des fonds, écrivit Hélène. Je fixai l'écran, les preuves s'alignant sur les conclusions de Ruth. Patricia n'avait pas seulement favorisé Brenda, elle avait trahi toute la famille. La trahison me piqua au vif, mais elle renforça aussi ma détermination. Je n'étais pas seulement en train de m'en aller. J'étais en train de découvrir la vérité. Ruth n'hésita pas. Nous devons porter cela à l'attention d'un avocat, dit-elle, composant déjà le numéro de Tom Reynolds, un avocat qu'elle connaissait depuis des années. Tom écouta pendant que Ruth expliquait la signature falsifiée et les documents d'Hélène, sa voix calme mais sérieuse au téléphone haut-parleur. C'est un motif de poursuite, dit-il. Nous pouvons déposer une plainte pour fraude et exiger une vérification de la fiducie. Il expliqua les étapes, rassembler davantage de preuves, rédiger une plainte et remettre des documents à Patricia. Ruth acquiesça, sa détermination contagieuse. Nous la tiendrons responsable, dit-elle, en me regardant. J'acquiesçai, ma voix ferme, sachant que c'était plus grand que mes griefs personnels. Alors que Ruth et Tom planifiaient, mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Steven, le mari de Brenda, apparut. « Tracy, s'il te plaît, n'aggrave pas la situation. Tu es en train de déchirer la famille. » Ces mots portaient un soupçon de désespoir, mais ils ne firent qu'attiser ma colère. Steven n'était pas à la fête, il n'avait pas vu l'assiette vide, ni entendu les exigences de Patricia. J'en ai assez de les protéger, répondis-je par SMS, mes doigts fermes. Ils ont fait leur choix. J'appuyai sur envoyer, ressentant une montée de conviction. Les actions de Patricia n'étaient pas seulement injustes, elles étaient illégales, et je ne reculerai pas. Ruth me serra la main, ses yeux perçants. Tu fais ce qu'il faut, dit-elle. Les documents sur la table, le courriel d'Hélène et le plan de Tom formaient une voie à suivre. La signature falsifiée était la pièce manquante, la preuve que la trahison de Patricia était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je ne faisais pas que reprendre ma vie en main. Je me battais pour la justice. Alors que la nuit tombait sur Boise, je ressentais une force tranquille, prête à affronter tout ce qui allait arriver. Une semaine plus tard, mon téléphone vibrait de messages alors que je m'installais dans la chambre d'amis de Ruth. Le message de Patricia fut le premier à attirer mon attention. « Tu es en train de détruire cette famille avec ta poursuite. Arrête ça tout de suite. » Ces mots portaient le même ton tranchant qu'elle avait utilisé à la fête, mais ils ne m'ébranlaient plus. J'effaçai le message, ma résolution ferme. Sur les médias sociaux, Brenda avait publié un texte cinglant, me traitant de traître et d'égoïste pour avoir poursuivi notre mère. Ses abonnés s'y étaient mis, leurs commentaires étant piquants mais prévisibles. Je fis défiler la page, refusant de m'engager, leur tentative de me culpabiliser ne faisant que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout. La salle d'audience de Boise était austère, ses bancs en bois remplis d'une petite foule au début de l'audience. Ruth se tenait droite, présentant le document de fiducie falsifié et les grands livres d'Hélène au juge.
Sa voix était stable, détaillant la façon dont Patricia avait détourné des fonds destinés à la famille. Le visage du juge restait impassible, mais lorsque Ruth montra les signatures discordantes, un murmure parcourut la salle. Patricia, assise de l'autre côté de l'allée, regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Le représentant de la banque confirma qu'ils avaient gelé ses comptes en attendant l'enquête, une mesure qui la frappa comme un coup visible. Je m'assis à côté de Ruth, le cœur stable, sachant que nous avions exposé la vérité. Après l'audience, je me suis rendu dans un café voisin, ayant besoin d'un moment pour respirer. Édouard m'y attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Tracy, parlons, dit-il, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Cette poursuite nous déchire. Ne pouvons-nous pas régler cela en famille ? » Sa plaidoirie me prit au dépourvu, mais elle me sembla creuse. Je pensais aux années où j'avais payé leurs factures, à l'assiette vide à la fête, au silence quand j'avais besoin de soutien. Vous avez eu la chance d'être juste, dis-je, mon ton égal. J'en ai assez de vous porter tous. Les épaules d'Édouard s'affaissèrent, et il détourna le regard, n'ayant aucun argument à opposer. Je quittai le café, mais pas plus léger, libéré de sa demande. De retour chez Ruth, je trouvai une lettre de la banque qui m'attendait sur la table de la cuisine. Elle confirmait que les fonds de la fiducie avaient été restaurés au nom de Ruth, une victoire qui ressemblait à une correction attendue depuis longtemps. Ruth me serra dans ses bras, les yeux brillants. Nous l'avons fait, dit-elle, sa voix pleine de soulagement. L'argent n'était pas seulement le sien. C'était un morceau de l'héritage de notre famille, volé et maintenant récupéré. J'acquiesçai, une fierté tranquille s'installant en moi. La trahison de Patricia avait été mise à nu, et j'avais tenu bon à travers tout cela. La salle d'audience ce jour-là ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de justice. Les messages de Patricia, les publications de Brenda, la plaidoirie d'Édouard, ils ne pouvaient pas défaire la vérité. Je m'étais battu pour ce qui était juste, et pour la première fois, je me sentais vraiment libéré de leur ombre. 6 mois plus tard, j'ouvrais mon nouvel appartement à Boise, la clé étant un petit symbole de mon nouveau départ. L'espace était modeste, mais à moi, rempli de lumière et de la promesse tranquille de l'indépendance. J'avais coupé tout contact avec Patricia, Édouard et Brenda, bloquant leurs numéros et ignorant leur tentative de me joindre. Mon téléphone, autrefois une source constante de leurs demandes, restait maintenant silencieux, et je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'arrangeais mes quelques effets personnels, une étagère, un canapé d'occasion, une photo de ma grand-mère décédée, et laissais le poids du passé s'éloigner. Des nouvelles me parvinrent par l'intermédiaire de Ruth que Patricia et Édouard avaient perdu leur maison. Les retombées de la poursuite les avaient laissés en faillite, leurs économies ayant été épuisées par les frais juridiques et les comptes gelés. Ils avaient emménagé dans une location exiguë à l'autre bout de la ville, loin de la maison que j'avais autrefois aidé à entretenir. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement une douleur lointaine pour ce qui aurait pu être. Leur choix les avait menés ici, tout comme les miens m'avaient mené à ce nouveau départ. La vie de Brenda s'était également effondrée. Ruth apprit d'un ami commun que Brenda avait été licenciée de son emploi à la banque, sa réputation ayant été ternie après le scandale du fonds fiduciaire. Elle et Steven, ainsi que leurs enfants, étaient maintenant entassés dans la petite maison des parents de ce dernier, ce qui contrastait fortement avec son style de vie autrefois glamour. Je ne m'attardai pas sur sa chute. C'était une conséquence de sa complicité, pas de ma vengeance. J'avais dépassé leur monde, me concentrant sur la construction du mien. Ruth m'appela un après-midi, sa voix chaleureuse, mais sérieuse. « Je te mets en charge de la fiducie familiale, dit-elle. Tu l'as mérité. » Les fonds restaurés, maintenant en sécurité à son nom, avaient besoin de quelqu'un de stable pour les gérer, et elle me faisait confiance. J'acceptais, reconnaissante pour sa foi. Le revenu de la fiducie me donnait un coussin financier, me permettant de payer le loyer et de commencer un plan d'épargne sans le fardeau de soutenir les autres. Pour la première fois, je construisais un avenir selon mes propres conditions, pas les leurs. Alors que je m'installais dans ma nouvelle vie, je réalisais que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect. Le soutien de Ruth, contrairement aux exigences de Patricia ou au dédain de Brenda, me montra ce que signifiait une véritable connexion. J'avais passé des années à courir après l'approbation de personnes qui ne m'avaient jamais valorisé. Mais maintenant, je voyais ma valeur. Se lever à la fête, au tribunal, et en partant m'avait libéré. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci d'avoir écouté.
J'aimerais connaître vos pensées. Qu'auriez-vous fait à ma place? Partagez ci-dessous, et parlons de trouver la force de lâcher prise.